Bienvenue dans En bonne forme. Je suis Virginie Trachero, fondatrice d'Admin Excellence. Mon terrain de jeu, l'administratif des formateurs. Et oui, ça peut être fun. Ici, je te partage des conseils concrets pour structurer ton activité, décrocher ton NDA, avancer vers Calliope et des interviews avec des gens du terrain qui ont des choses à dire. Pas de remplissage, pas de longueur, juste ce qu'il te faut pour être en bonne forme côté admin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast En bonne forme. Aujourd'hui, on va parler d'un métier qu'on connaît souvent de loin, mais qu'on ne voit que dans les coulisses. Et je vais en profiter pour interviewer une formatrice spécialiste en bilan de compétences qui intervient aussi dans une école privée et auprès d'étudiants. Et puis, comme beaucoup de professionnels de la formation, elle jongle entre l'accompagnement humain, administratif, obligations réglementaires, et puis aussi maintenant l'intelligence artificielle. Donc, mon invitée, c'est Audrey Mourmans. Bonjour Audrey. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien, contente, d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, moi aussi. En plus, c'est le premier interview du podcast, donc je suis vraiment contente de le faire avec toi. On va commencer par parler de ton parcours, de ton métier, en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui ? Bien sûr. Alors moi, j'ai un petit peu plus de 20 ans, d'expérience dans les ressources humaines de manière, très globale et générale. J'ai fini mes études, j'ai un master assez généraliste, hein, j'ai fait un master, gestion des entreprises, hein, donc très ouvert, mais avec une option justement ressources humaines puisque ce qui me tenait à cœur depuis mon enfance, c'était l'accompagnement humain. Et donc, j'ai pris cette voie-là et effectivement, j'ai commencé, dans un cabinet de chasse de tête où, j'ai fait, des ressources humaines de manière globale dans ce cabinet. Je gérais l'équipe de recherche et j'accompagnais, justement nos candidats, nos clients, également. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, puis ensuite je suis allée dans ma fonction, RH généraliste, où j'y Mhm. suis restée quelques années, notamment ma dernière expérience dans une grosse ESN et j'avais tout le périmètre sud-est, donc 4 agences, 400 collaborateurs et ma manière de fonctionner, c'est toujours la proximité. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait que le matin je me lève et j'ai envie de faire ce que je fais. Donc j'ai toujours fait ce métier comme ça et c'est vrai que j'ai eu plutôt de la chance. Toutes les entreprises que j'ai faites m'ont laissé la main sur la manière d'opérer et j'ai eu de la chance puisque dans ce dernier grand groupe, j'y suis quand même restée 14 ans Ah oui, et ok. effectivement ouais. Et effectivement, j'ai accompagné en proximité les gens et ça, c'était, génial. Sauf que, le marché du travail s'est un petit peu transformé, on le voit, hein, ces dernières années Mm. et les 2 dernières années ont été assez pénibles pour moi parce qu'on nous demandait beaucoup moins de proximité, beaucoup plus de stratégie. Alors c'est bien d'en faire et dans mon métier, ça a une vision, intéressante, hein, de pouvoir travailler là-dessus, mais ce n'est pas ce qui me fait vibrer, on va dire, tous les jours dans mon quotidien de travail. Ok. Donc j'ai Et du coup, alors qu'est-ce qui t'a amené vers les bilans de compétences ? Justement, j'ai pris cette décision-là en me disant: «Je ne veux plus du salariat, j'ai envie de faire mon métier, j'aime ce métier mais différemment». Donc j'ai pris le pas de me mettre indépendante et le bilan de compétences est venu un peu comme une évidence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en accompagnement, de manière individuelle? Donc on fait le coaching, hein, je me suis formée aussi au coaching, je suis coach professionnel certifié, à l'IFOD. Depuis quelques années maintenant, je le faisais en parallèle de mon métier de DRH et je me suis rajouté cette casquette de consultante en bilan de compétences, donc je me suis formée et certifiée là-dessus et effectivement, l'accompagnement d'un bilan, se fait de différentes formes. On a des gens qui savent déjà, ce vers quoi ils veulent aller. D'ailleurs, c'était mon cas, hein, j'avais un petit peu construit ce parcours. J'ai fait moi-même un bilan de compétences pour Ah oui, d'accord. valider, Donc en fait, si je résume, donc toi, tu as fait un bilan de compétences et après, tu es parti sur une reconversion, tout c'est à fait, ça ? tout Pour à fait. aider les gens à faire le bilan de compétences. Ah, mais c'est extra ça. C'est ça, C'est pas mal. exactement et effectivement, quand j'ai fait mon bilan, ce qu'il en est ressorti, c'est cet accompagnement humain, plus. Le coaching, être coach professionnel, ça en faisait partie. Le bilan de compétences, ça en faisait partie et j'ai une dernière casquette que j'ai gardée parce que j'aime la stratégie RH aussi et j'ai un partenaire qui me fait travailler comme consultante RH, notamment sur des missions de transition, professionnelle, donc qui est au cœur du métier du bilan aussi. Voilà. Ok, Donc voilà où j'en suis d'accord. aujourd'hui. Ah bah c'est bien, c'est un beau parcours, hein.
C'est vraiment sympa de t'avoir aujourd'hui, du coup, pour parler de ça. Alors, du coup, ouais, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du bilan de compétences, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant un accompagnement par exemple, à quoi ressemblent tes rendez-vous quand une personne te contacte? Oui, alors déjà quand on me contacte, le premier rendez-vous, c'est analyser le besoin. Parce que souvent, on pense bilan de compétences et parfois, on n'en a pas forcément besoin non plus. Donc moi, mon premier rendez-vous, c'est ça, c'est l'analyse du besoin. Qu'est-ce que veut concrètement le bénéficiaire accompagné dans ce bilan? Et ce qui est important, c'est, justement de recentrer ce besoin-là. Est-ce que ça fait partie du bilan? La plupart du temps, c'est le cas. Quelquefois, moi, je dis non à certains, personnes qui viennent me voir parce que c'est pas ce dont ils ont besoin. Il y a 3 raisons de faire un bilan. Souvent, c'est parce qu'on a envie de se reconvertir, on se sent plus à l'aise dans son travail quotidien, ce n'est plus ce qui nous anime finalement. Mmh. Donc on veut changer, on veut faire une reconversion, mais on n'a pas du tout d'idée. Donc ça, c'est la première possibilité de faire un bilan. La deuxième possibilité, c'est on a déjà un projet construit et on veut valider la faisabilité de ce projet. C'est-à-dire, est-ce que le marché est ouvert par rapport à ce projet que je suis en train de construire? Est-ce que la formation est adaptée, pour à ce que je suis et mon environnement, finalement humain? Voilà, donc c'est vraiment une validation de projet, déjà, une amorce d'idées, un projet déjà un peu ficelé et on veut se confirmer qu'il est faisable et réalisable. Et la OK. troisième partie, puisqu'il y a aussi une troisième partie, ça peut être, juste une évolution. C'est-à-dire, on fait notre métier et on se dit: «Bah, voilà, moi j'ai envie d'évoluer, mais ça peut être quoi le step d'après?» Et donc là, on peut faire aussi un bilan de compétences pour savoir, qu'est-ce qu'il en ressort, finalement en termes d'évolution, vers quoi j'ai envie, d'évoluer. Voilà. OK. Et toi, alors, quels profils viennent te voir en particulier? Est-ce que Alors tu as des profils récurrents ou tu c'est as de très tout? varié, c'est vraiment D'accord. très varié. J'ai vraiment des employés, libre-service par exemple, j'ai une éducatrice, sportive, des professeurs des écoles, des cadres supérieurs, des managers, des chefs de projet, des directeurs marketing. Bon, il y a vraiment tout le monde peut faire un bilan de compétences et Ah c'est ouais, ouvert à tout le monde. effectivement, ouais. Tu as vraiment tous les profils, hein. J'ai Et même eu là, des jeunes ouais. diplômés, hein. C'est-à-dire OK. Ah qu'avant oui, même de effectivement, démarrer dans la d'accord. vie professionnelle, voilà, ils avaient besoin de refaire Là, il y une a du pause boulot à et de faire au se niveau dire: «OK, orientation à l'école alors, hein. tout à C'est fait, punaise. tout à fait». Voilà, c'est vrai qu'on voit vraiment la partie, humaine de ton métier. Merci de l'avoir expliqué, mais on voit beaucoup moins ce qu'il y a autour, c'est-à-dire on est à l'extérieur, on imagine beaucoup que ton métier, c'est surtout accompagner des personnes, hein, comme tu viens de l'expliquer, mais aussi je pense que derrière il y a beaucoup d'administratifs, non? Qu'est-ce que tu en dis? Alors oui, complètement, énormément et effectivement, quand je me suis lancée, moi, en tant qu'indépendante, j'imaginais pas tout le boulot administratif qu'il pourrait y avoir derrière. Je t'avoue que moi, c'est pas mon super fort, l'administration et j'aurais bien voulu qu'on me prévienne avant toutes les choses qu'il y avait à gérer là-dessus. Et oui, il y en a beaucoup. Donc déjà, il y en a beaucoup quand, tu es indépendant de manière générale, que tu te lances. Donc souvent, c'est le cas de la plupart des, consultants ou consultantes en bilan de compétences, hein. Il y a beaucoup OK, d'indépendants qui travaillent avec des organismes de formation d'ailleurs, mais voilà. Mais effectivement, il y a tout ce côté, on est à la fois, notre propre chef d'entreprise, donc il faut gérer, son budget. Donc il y a tout le côté administratif et financier du budget, donc ce qui c'est est pas ça. une masse à faire, hein. Les relances clients, les Tout factures, les à fait. devis, les contrats. Voilà et donc Eh ça oui. fait beaucoup, beaucoup de paperasse déjà. Mmh. Il y a tout ce qui se passe au niveau, de comptabilité avec l'URSSAF aussi, et les déclarations, de notre activité et cetera. Donc ça, c'est aussi important, c'est un C'est suivi à sûr, faire. surtout ne pas les oublier, bien se mettre des rappels dans les calendriers, Ouais. ça c'est important, ouais. Et après, il y a toute la construction, pendant le bilan. C'est-à-dire que pendant le bilan, il y a aussi pas mal d'administratifs. Moi, par exemple, pour laisser, des traces à mes bénéficiaires de tout le travail qu'on a accompli ensemble, à chaque fin de rendez-vous, je fais un compte rendu de ce rendez-vous, de ce qui s'est passé, de l'exercice qu'on a pu entreprendre, des liens, potentiels, qu'on a vus ensemble et que je lui transmets. Donc, bah, c'est un travail préparatoire aussi de faire un compte rendu, ça Mmh, prend du temps. Donc, c'est sûr. Combien de temps et ça te prend à peu près? ça me prend bien une demi-heure. Donc, OK, après sachant qu'un chaque rendez-vous rendez-vous dure alors? ouais, sachant qu'un rendez-vous dure entre 1 et 2 heures, ça dépend, le format qu'on a choisi par rapport à l'exercice fait. Sachant qu'un bilan de compétences en moyenne maintenant avec la nouvelle réforme, hein, parce qu'il y a eu une réforme par rapport à ça aussi, Oui, ça c'est hem, l'année des réformes, tout à fait, mais maintenant on le va dire il siècle dure des 13 heures réformes. en OK, moyenne.
Donc c'est un D'accord. bilan en face à face qui dure 13 Oui. heures. Donc OK. ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe 30 minutes pour 1 heure, d'exercice, ben, voilà, hein, c'est quand même, au moins, 6 heures qui sont faites, de travail administratif, de compte rendu pour un bénéficiaire, par Ouais, ça fait exemple. beaucoup, hein, ouais. C'est vrai que toi, tu es assez rigoureuse puisque tu fais ton compte rendu à chaque fois, mais en fait, ça t'aide à faire quoi ce compte rendu du coup? Ça m'aide aussi à faire la synthèse finale, puisqu'il faut OK. savoir que dans un bilan de compétences, on a un document qui est remis au bénéficiaire qui s'appelle un document de synthèse de bilan. Mmh. Et là, ça répertorie, justement quelque chose qui s'est fait durant toutes les séances avec la phase 1, la phase 2, la phase 3. C'est cadré, hein, c'est la réglementation au niveau en France, par rapport au bilan de compétences, ce qui est Mmh. bien. Ça veut dire que le contenu de ce qu'on fait dans ce bilan est quand même cadré, par la réglementation et donc le document que l'on produit se réfère à ce cadrage-là. Donc la phase 1, c'est ce qu'on appelle la phase préliminaire et donc c'est tout l'aspect diagnostic de la situation. Quel est le diagnostic? Pourquoi, on veut faire ce bilan? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie professionnelle de la personne? Donc, là, c'est toute cette partie-là qu'on remet, OK. par écrit. La phase 2, c'est tout le travail d'investigation qui a été fait, avec nos bénéficiaires, à savoir, ben, le travail sur l'axe motivationnel. Quelles sont les valeurs, de notre bénéficiaire? Les différents métiers qu'ils sont allés investiguer, comment ils sont allés les investiguer, toutes les valeurs par rapport à ce métier, donc et la correspondance qu'on en fait, les tests, puisqu'on fait aussi passer des tests, en bilan de compétences. Moi, Ouais. notamment, j'aime bien faire passer le RIASEC et le MBTI. OK. Est-ce que Bon, tu bah, veux il y a expliquer un petit peu l'un des 2? oui, tout à fait. Bah, le RIASEC, c'est R pour réaliste, I pour investigateur, S pour social, E pour entrepreneur. Voilà, c'est des types de personnalités, on va dire et donc dans le cadre des métiers, on a des prépondérances, on va dire, qui se mettent en place et par exemple, quelqu'un qui veut se lancer, en tant qu'auto-entrepreneur, bah, s'il n'a pas ce statut entrepreneur, c'est dans le RIASEC, c'est dommageable, voilà. On peut OK. se dire: «Bon, bah, peut-être que s'il est plutôt conventionnel, le salariat, conviendrait mieux», voilà. Ou alors aller analyser, bah, pourquoi, finalement? C'est quoi le point de blocage qui peut être fait et cetera. OK, Donc d'accord, ouais, donc du coup, après, tu es obligé de répertorier les résultats de ces tests, tout de à les fait, mettre dans ton livret de synthèse, voilà et on le et au met fur et et à on mesure l'explique de oui, voilà, OK. et Donc ce et quand livret, tu gardes une copie? Comment ça se passe? Tu as 2 versions, ta version, celle de l'apprenant, comment tu fais exactement? Oui, alors tout à fait. Alors il y a 2 versions. Il y a une version anonymisée qu'on conserve. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des contrôles, hein, et des audits qui sont faits. Mmh. Donc moi je travaille avec, des organismes de formation et c'est eux qui sont audités, mais forcément moi je dois leur produire les documents, nécessaires pour que si jamais il y ait, un audit, tout soit conforme et aux normes et donc le D'accord. document de synthèse en fait partie. OK, et du coup, alors, tu serais audité par qui? Par l'ADRETS? Oui, tout à fait. D'accord, puisque dans ton cas, je crois que tu es pas certifié Calliope, donc du coup, Non, d'accord, OK. Ah oui, donc la DRETS peut venir, vous contrôler, si vous gardez pas également. une copie du bilan. D'accord, OK. Et donc ce deuxième document? Alors le premier, il est anonymisé donc pour nous finalement, Oui. Mmh. pour être conservé. Le premier par contre, il est, non anonymisé et il est donné, aux bénéficiaires, en fin de bilan avec le livret bénéficiaire. Le livret bénéficiaire, c'est quoi? Ça reprend finalement tous les rendez-vous qu'on a eus. C'est comme un planning. Donc on avait le planning prévisionnel qu'on remet dans ce livret, bénéficiaire et en parallèle, il y a le planning de ce qui s'est réellement réalisé et on détaille chaque rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est fait dans chaque rendez-vous? Quels outils ont été utilisés et cetera. Voilà. Ça permet aussi d'avoir Mmh. une trace pour le bénéficiaire de tous les outils que j'ai pu utiliser avec eux et de pouvoir, éventuellement, s'ils le souhaitent, les reprendre ultérieurement, s'ils en ont besoin. OK. Donc il y a également ça qui est, donné et qui donne cette traçabilité aussi de tout le travail accompli. D'accord, donc je suppose que tu dois avoir une trame, que tu Tout à utilises fait. pour chaque personne en l'adaptant bien évidemment au profil, mais ouais, OK. Et du coup alors, en globalité, combien de temps tu penses que ça te prend, au niveau administratif, ce bilan de compétences par personne? En plus des synthèses que tu fais, après chaque rendez-vous, ces fameuses 30 minutes?
Ah bah, on disait, voilà, à environ 6 heures par rapport au compte rendu, à l'utilisation des outils et cetera, de travail, on va dire aussi à la fois préparatoire et à la fois de compte rendu, donc en plus des 13 heures qu'on a en face à face et je rajouterai au moins un minimum, parce qu'aujourd'hui on s'aide de l'IA, donc ça va un peu plus vite, je l'expliquerai peut-être plus tard, Virginie. Oui, oui, on en reparlera tout à l'heure justement. Il faut compter au moins 2 heures et ça dépend des synthèses. Quand il y a beaucoup de choses, à analyser et à reporter par rapport au projet finalement qui est construit, hein, parce que le bilan de compétences, il faut savoir, c'est comme un effet entonnoir. On part avec peut-être quelque chose de très étoffé, au départ, enfin en tout cas on en rajoute. Moi je dis à mes bénéficiaires: «Allez-y, si vous avez la moindre petite hésitation, mettez-le dedans, on va aller investiguer et ensuite on repartira dans l'effet entonnoir» pour finir vers les projets qui correspondent vraiment. Et donc l'histoire de la synthèse, c'est aussi d'analyser finalement, les valeurs, la motivation, les tests qu'on a pu faire et est-ce qu'ils sont réellement adaptés au projet qui finalement a été choisi? Voilà et pourquoi? Donc finalement ça demande aussi un travail d'analyse, hein. Mmh, Hem, donc effectivement, heu, ouais. donc c'est minimum 2 heures et ça peut aller jusqu'à 4 heures. Donc on va OK, dire, il y a quand même 8 à 10 heures de travail administratif derrière un bilan de 13 heures. OK. 8 à 10 heures, c'est énorme, hein. En ce qui te concerne, est-ce qu'il y a vraiment, une ou plusieurs tâches que tu trouves particulièrement chronophages là-dedans? Il y en a plusieurs que je trouve chronophages. C'est que moi, mon cœur de métier, c'est vraiment l'humain et l'accompagnement. Donc j'adore passer cette heure avec les gens, à les écouter. Alors l'écoute pleine et active, hein, vraiment et Mmh. pouvoir rebondir et leur, donner des tips pour pouvoir avancer, leur donner des outils concrets, les voir évoluer. Voilà, ça, c'est vraiment mon cœur de métier et c'est ce que je sais bien faire. Ce côté administratif derrière, il est un peu plus lourd. Alors même si l'analyse, par rapport, justement au projet final et à tout ce qui concerne, le bénéficiaire, c'est quand même chouette d'avoir ça, mais on va dire faire le compte rendu et cetera, c'est pas ce qui est, passionnant. C'est Oui, oui, important, je mais vois. c'est pas, passionnant. OK, parce que oui, du coup, on parle beaucoup, de charge mentale, hein, plus en plus dans certains métiers et je pense c'est global, hein, dans tous les métiers maintenant. Mais on n'en parle pas beaucoup, chez les formateurs, les consultants, les coachs à l'heure Mmh. actuelle. Est-ce que tu penses que cette partie administrative, elle peut devenir lourde mentalement à terme? Oui, bah, plus on va avoir de bénéficiaires, plus on va avoir de sujets administratifs à gérer, plus on va avoir de facturation d'ailleurs. Ça va de pair et donc ça va grossir, au niveau, du travail administratif et j'avoue que quand on arrive à un certain point, moi je suis encore à la limite où c'est acceptable pour moi de pouvoir le traiter en direct. J'avoue que si je doublais là en volume d'intervention pour me concentrer vraiment sur mes bénéficiaires, il faudrait que je délègue cette partie-là, une partie de cette, activité administrative. OK. Est-ce que tu sens aussi une pression liée à la conformité? Oui, tout à fait et de plus en plus, hein, on nous demande, de produire de plus en plus de documents, par exemple, pareil pour prouver, les rendez-vous qu'on a eus, on doit établir, déjà faire signer et établir, la convention de convocation et cetera donc ça prend du temps aussi. C'est des petites choses mises bout à bout finalement, Mmh. qui prennent du temps, pour pouvoir rentrer dans ce cadre, et dans ce qui est demandé, finalement. OK, d'accord. Est-ce que tu penses que cette charge, elle est visible, pour les clients? Je pense pas. En tout cas, j'espère pas. Le but, c'est qu'elle ne soit pas visible justement pour, nos clients, hein et que, ça soit fluide et qu'il n'y ait, pas d'accroc, par rapport à tout ça. Donc non, je ne pense pas que ça soit, visible, mais par contre effectivement, c'est beaucoup de travail. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, oui. Je pense qu'à un moment donné, le soir, tu plus à décrocher, je pense, même le week-end ou quoi. Mmh. Donc là, vive les ponts du mois de mai pour décrocher un petit peu plus. Et justement, quand on parle de conformité, il y a aussi toute la partie réglementaire, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, parce que dans le premier podcast, je parlais du NDA, donc le numéro de Mmh. déclaration d'activité. Est-ce que toi, bon, enfin tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, tu as dû obtenir un NDA pardon, pour exercer. Pour les personnes qui découvrent ce sujet, c'est quoi le NDA par rapport au bilan de compétences? Alors le bilan de compétences, c'est considéré comme une formation. D'ailleurs, il est finançable par le CPF, hein, donc c'est une formation qui n'est pas qualifiante, mais qui permet d'aboutir vers un projet construit professionnel. Dans ce cadre-là, on nous demande d'avoir tampon du NDA, donc pour, comme quoi nous sommes bien formateurs.
moi, de toute façon, ce NDA, il me servait aussi pour ma casquette de formatrice. Je suis notamment formatrice en ressources humaines et en management et je donne des cours à des étudiants, d'école, justement sur le management. Il me fallait aussi ce numéro de NDA. Mais c'est vrai que quand je suis rentrée dans cet accompagnement, puisque avant je le faisais dans le salariat, hein, finalement, Mmh. l'accompagnement et également, la formation puisque, chez nous, dans mon entreprise, on avait un organisme de formation interne et moi je donnais des cours dans cet organisme, de formation sur le management, sur la RH, sur, la posture de manager et cetera et je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qu'un numé un NDA, comment on l'obtient? Et j'ai C'est dû me ça. poser toutes ces questions-là Je pense que t'es finalement. pas la seule à te poser la question parce que c'est vrai Non, qu'il y a beaucoup de, il y a aussi des formateurs qui sont salariés. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il y en a aussi et mmh, ceux qui après décident de se lancer à leur compte ou alors qui sont contactés par des organismes externes. Là, ils se disent waouh, c'est quoi ce NDA quoi. c'est ça. Et du coup, toi, tu as fait ta demande de NDA pour ton bilan de compétences ou pour Oui, ton activité. D'accord, ok. alors Et du comme coup, j'ai est-ce que ça a été facile à tenir par rapport à ça alors au final oui, mais au honnêtement, j'ai eu final? très, très peur. Oui. Pourquoi? Parce que j'étais pas du tout accompagnée finalement. Il y avait personne qui m'avait dit: «Qu'est-ce qu'il te faut pour, obtenir réellement ton numéro de NDA?» Donc au début, c'est vrai que moi les premiers er bilans que j'ai fait de la gratuité parce que je voulais avoir assez de matière. Je trouve que quand on propose une activité, voilà, il faut être, fin prêt et même si j'avais 20 ans d'expérience dans l'accompagnement humain, j'étais pas optimale, on va dire, dans le process, et dans la conformité justement du bilan de compétences. Donc je me suis d'abord un peu exercée en expliquant aux personnes qui venaient, avec moi que j'étais en formation et que j'étais en train, même si j'avais obtenu, mon tampon, mon attestation, comme quoi, j'étais consultante en bilan de compétences, je voulais, aussi accentuer ça et donc du coup, j'ai fait des bilans comme ça et quand j'ai présenté pour la première fois mon NDA, j'ai présenté, par rapport à un bilan que j'ai fait, comme ça justement, de manière, gratuite, sans organisme donc, sans passer D'accord. par du CPF ou quoi que ce soit et là, j'ai eu un refus. Mais j'ai eu un refus pourquoi? Parce que dans mon contrat que j'avais établi avec ce bénéficiaire, j'avais oublié un article D'accord, ok. et donc ça n'était pas C'est pas parce que conforme. c'était gratuit. Non, 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 pas du tout. Donc Alors c'est c'était ça, pas en fait, c'est gratuit, hein. ça C'était dépend pas des dreads. gratuit Ok. complètement, parce qu'effectivement s'il est gratuit, c'est pas considéré non Voilà, c'est plus, ça, ouais. Mais c'est vrai que ça mais dépend des dreads. Il y en a j certaines qui valident dans ouais, certaines mais régions, mais il faut pas partir là-dessus, hein. Du tout, c'est du tout, ça, du tout. tout à fait Ouh là là. et bon et moi j'avais fait payer quand même 100 euros, donc c'était pas la gratuité, Ah voilà, le c'était pas gratuit. problème, hein, Mhm. voilà. Mais par contre, c'était, effectivement, il me manquait un article présent dans le contrat, qui validait, le présent, contrat. Après qu'est-ce que j'ai fait? Ben, finalement, quand je suis passée avec les organismes de formation, qui sont, aujourd'hui organismes Qualiopi, hein, du coup, j'ai pu avoir ce qu'on appelle une, convention de formation, plus un contrat, cadre avec eux, Oui. finalement et donc c'est ces documents-là que j'ai présentés, pour obtenir, le NDA. Donc D'accord, qu'est-ce que ok. Oui, j'ai donc c'était beaucoup plus plus cadré. cadré, Eux, tout ils à avaient fait. plus l'habitude parce qu'ils sont C'est ça, certifiés Calliope, donc ils t'ont donné un modèle en c'est fait. ça. D'accord. Donc Ok. qu'est-ce qu'il faut réellement quand vous voulez être, consultante en bilan de compétences? Il faut un planning prévisionnel de rendez-vous, déjà, ça c'est important d'établir votre planning Prenez des notes, hein, prenez bien des prévisionnel. notes. C'est important là. Il faut la convention d'intervention. Donc ça, la convention d'intervention, c'est l'organisme de formation avec qui vous êtes partenaire, qui vous donne une convention pour intervenir sur un bénéficiaire justement, attitré. Il faut également le contrat de sous-traitance avec cet organisme de formation puisque, on va travailler avec eux. Il faut un avis de situation URSSAF, important, hein, comme Mhm. quoi, effectivement, c'est bien votre activité principale, C'est ça, notamment. c'est l'administratif pur, mais bon, c'est des documents qu'on doit fournir Tout à fait. effectivement. Le casier judiciaire, parce qu'il faut Mhm. que vous fournissiez votre casier judiciaire, un CV et les diplômes potentiels qui se rattachent à ça. Donc moi, j'ai fourni, mon diplôme de coach notamment et mon diplôme, mon attestation par rapport, au bilan de compétences. Voilà. Ok, d'accord. Donc, t'as fait tous tes diplômes avant de te présenter. Bon, ce qui est logique quelque part. Et du coup, pour enseigner dans une école privée, parce que c'est vrai que des fois, certains formateurs enseignent, mais en tant que vacataire, donc du coup, ils n'ont pas besoin de NDA.
Oui. Et du coup, toi, pour enseigner, tu es obligé de l'avoir, ce NDA? C'est ça, tout à fait, parce que je suis aussi indépendante de cette école. Donc ils ont à la fois des salariés et à la fois des indépendants. Et quand, on est indépendant, ben, il faut effectivement ce NDA. Donc là, j'enseigne, notamment, pour une classe de BTS MCO, pour ceux qui connaissent. Donc c'est Non. management des équipes commerciales Voilà, merci. et j'enseigne, le ma la matière management justement et effectivement pour enseigner, il me fallait aussi un numéro, NDA. Tout à fait. OK, mais c'est vrai que c'est important d'en parler aussi parce que des fois, il y a comme on dit, tu as les formateurs salariés, les vacataires, les indépendants, donc c'est bien de recadrer tout ça. Et du coup, à l'heure actuelle, on l'a un peu évoqué déjà tout à l'heure, on a un sujet qui prend énormément de place, c'est l'intelligence artificielle. Toi, est-ce que tu l'utilises dans ton métier et comment elle est entrée dans ton Mmh. quotidien, professionnel? Alors je pense que ça devient indispensable aujourd'hui, de l'utiliser dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que, ça nous fait gagner du temps, mais également quand on l'exerce et qu'on lui pose, des questions pour s'améliorer dans notre pratique, ça peut nous aider aussi dans ces sujets-là. Oui, déjà moi je l'utilise pour mes comptes rendus par exemple, c'est-à-dire qu'elle ne me crée jamais le fond, c'est moi qui C'est lui donne ça. le fond. Attention, hein, le fond, Ouais. c'est vous qui l'écrivez, ça, c'est important aussi, hein. Mais elle me donne la forme et la rapidité, voilà, je vais pas chercher mes mots, ma phrase, elle va me proposer effectivement des choses. Moi, je lui dicte, hein, souvent je dicte même, hein, maintenant ça va encore plus vite. Je dis: «Voilà le travail réalisé, j'aimerais faire apparaître ça, ça, ça et ça dans mon compte rendu, pour mon bénéficiaire. Est-ce que tu peux me proposer quelque chose?» Et elle va me proposer justement une rédaction. Si je ne suis pas contente, ben, je peux lui dire. Alors on peut vraiment tout faire avec, hein, et je peux vraiment lui dire: «Bah, non, là, tu as un ton, trop sec, j'aimerais bien quelque chose de plus empathique, voilà, comment s'est déroulée la séance, j'aimerais bien que ça se retraduise dans le compte rendu» et là, il y a vraiment quelque chose de magique qui s'opère, c'est que l'IA, vous retranscrit cette émotion, quoi. C'est Donc ça, c'est ça, c'est ça. Et tu utilises quelle IA, toi, pour faire tes comptes rendus? Enfin, pour alors faire. honnêtement, j'en utilise plusieurs. Ok. J'utilise, au départ, je suis allée comme tout le monde, je pense, sur ChatGPT. Ah bah oui, je Hem, pense que, comme tu dis, on a tous fait pareil. Mais c'est vrai que mmh, maintenant, il y en a d'autres qui se sont développées, qui, tout je à trouve, fait. sont un peu plus performantes. Bah, moi, j'aime bien travailler avec Claude AI. Voilà, Ouais, je le je trouve suis vraiment d'accord avec bien, toi. Mm. au niveau rédactionnel et alors il faut faire aussi attention avec des IA parce que souvent ils nous donnent des informations qui sont, erronées. Ouh là là. Donc il faut Les bien dates aussi, il vérifier faut les faire sources, attention. Ouh voilà, là quand là, oui, c'est je des suis d'accord choses, avec toi. qu'on va chercher Et et du je coup, trouve que Claude oui. est l'une des plus justes aussi, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais il faut quand même vérifier et le fond, c'est quand même Ouais, nous qui le produisons, hein. tout à Faut fait. quand même réfléchir à la base, hein. Et aussi, on en a parlé hors micro, mais c'est vrai qu'on se pose aussi la question de l'impact environnemental Ouais. de tout ça, de l'IA, parce qu'on est tellement nombreux à l'utiliser maintenant, avec tous ces data centers qui se construisent, hein, Mmh. notamment nous ici dans le sud à Marseille, ça pullule Mmh, de mmh mh. partout. C'est vrai qu'on parle beaucoup de productivité, mais moins des limites. Est-ce que c'est des questions que tu te poses aussi Alors actuellement oui et et quelles questions? énormément et c'est pour ça que je fais pas appel à l'IA, par exemple, pour produire, elle, la synthèse. Déjà parce que, comme on le disait tout à l'heure, moi, c'est important de garder le fond, et la maîtrise du fond et de la diriger finalement cette IA. C'est-à-dire, lui dire ce que j'ai envie qu'elle fasse, quoi. Mais effectivement, l'utiliser pour n'importe quoi, le coût de la planète est trop important. Je veux faire une recette de cuisine, je vais pas utiliser l'IA, par exemple. Mm, Tu c'est vois, c'est ça. des choses comme ça, voilà, que Ouais, alors que je vois que la c'est pas nouvelle un réflexe, génération quoi. Voilà. non, alors Mm, que la nouvelle génération, enfin moi j'ai 2 fils, hein, adolescents et ils demandent à l'IA tout et n'importe quoi donc la ouais. prise de conscience, elle est quand même à faire je pense parce que, bah, ça a un coût cette IA. Par rapport, aux centres de données, on le disait, les data centers, bah, l'électricité, hein, qui est produite, c'est quand même Aussi. énorme, Mmh. énorme. Donc en termes d'électricité, l'eau qui est utilisée pour refroidir les serveurs, on n'en a pas conscience non plus, mais on utilise énormément d'eau parce que ça chauffe, ça surchauffe, hein, dans des data centers. Donc il faut Exactement. utiliser pas mal d'eau et la fabrication du matériel, hein, tout ce matériel, électronique, il faut le produire et donc ça pollue. Voilà, Tout ça donc pour demander, qu'est-ce que je vais manger ce soir et produis-moi la recette. Oui, tout avant on à allait fait. sur Marmiton, maintenant on va demander à ChatGPT qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, est-ce que tu penses que ça enlève un côté humain ou est-ce que tu penses que ça remplacera une partie de ton métier ou pas, l'IA? Non, Au niveau des non, comptes rendus, des choses comme ça?
Non, parce que l'humain reste au cœur de ce métier-là, dans l'accompagnement. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus, notamment avec la nouvelle réforme, on voit des organismes qui essayent de s'adapter en faisant moins d'humain, plus, de choses, de e-learning, de choses justement avec l'IA. Mais honnêtement, quand on questionne les gens qui sont passés par ces genres de services, finalement, ça fonctionne moins bien. Parce que, l'humain, bah, ça reste l'adaptation au cœur, du sujet, quoi. Moi, un bénéficiaire, et un autre bénéficiaire, ils vont pas avoir le même cheminement et parcours, d'un bilan de compétences, en fait. Parce que, on l'adapte à la personne qu'on a en face de nous et l'IA, ça, ben, ils savent pas faire ça encore. Donc il faut de l'humain, Heureusement. il faut de l'humain. Heureusement. Dans les accompagnements que tu fais, est-ce qu'il y a des moments ou des prises de conscience qui te marquent particulièrement? Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Oui, alors il y en a beaucoup, mais Mais un qui effectivement, t'aurait vraiment touché, sans donner de allez, nom bien sûr, un qui mais m'a vraiment où touchée. la personne qui est vraiment repartie transformée Mmh, après ton je accompagnement. alors je voyais par exemple, j'en ai un, où effectivement, rendez-vous après rendez-vous, il avait du mal à avancer. Les investigations, il traînait des pieds. Pourtant, vraiment cette motivation de changement, quoi. Et donc là, j'ai utilisé un outil, ce qu'on appelle la technique projective, en bilan de compétences et j'ai utilisé cet outil parce que je me suis dit: «Bah, j'aimerais voir, comment il se projette, en fait. C'est quoi?» Et là, alors je suis coach aussi, hein, donc ma posture de coach et le questionnement fait qu'il y a des choses parfois qui peuvent émerger et on a découvert, vraiment, c'était une découverte pour lui aussi, qu'il associait le fait de démissionner à un échec. Ok, Et c'était dramatique. Voilà pourquoi il se sabotait finalement dans ses investigations et qu'il n'allait pas de l'avant, quoi. Donc là, il y a eu une vraie prise de conscience et le fait de digérer ça déjà. C'est-à-dire, OK, donc pour moi, si je l'associe à un échec, bah, comment je peux avancer sur autre chose? Puisque partir, c'est échouer. Donc, on c'est a ça, ouais. travaillé aussi finalement un peu là-dessus, quoi. Ouais, ouais, Voilà. donc il y a un peu une partie développement personnel, Oui, psy, dans alors ces bilans de sinon parce compétences. que on n'a pas la casquette de psychologue, hein. D'ailleurs, des fois, on touche des sujets très sensibles. Moi, C'est pour ça, j'invite oui. mes bénéficiaires à aller voir des psys, Ok, s'ils le souhaitent, travailler ces sujets-là. Nous, on est vraiment dans l'accompagnement professionnel, mais bien sûr, on c'est très difficile de séparer, professionnel et personnel. Donc il y a des choses parfois qui se jouent, en entre-deux, quoi. Donc voilà, la prise de conscience peut être vraiment intéressante ok, dans ce genre de sujet. ok, ok. Et si aujourd'hui on a quelqu'un qui écoute ce podcast et cette émission et qui hésite à se lancer dans ce métier, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, des erreurs à éviter? Alors le premier conseil, c'est faites-vous accompagner, dans l'administratif. Ça vous gagnerez en sérénité, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai été pas mal stressée les premiers mois pour l'obtention de mon NDA, pour la mise en place de tout ça. Donc c'est vrai, gagner en sérénité, n'hésitez pas à faire appel, à Virginie, par exemple, Merci. Effectivement, je vous mettrai tous les liens en description, bien entendu, et ceux d'Audrey, évidemment. mais voilà, c'est important pour gagner en sérénité, en fait, hein. Moi, j'étais en apnée 3-4 premiers mois parce que justement, j'avais pas mon numéro de NDA. Il fallait que je mette en place, tout l'environnement, que je crée mes partenariats et finalement ça on fait pas notre cœur de métier quand on fait ça. Ça nous Mm. génère encore plus de frustration et de stress. On ne sait pas si ça va marcher. Donc faites-vous accompagner là-dessus. Voilà, donc c'est important. Les réseaux, faire partie d'un réseau, professionnel, ça peut aider aussi, hein, parce qu'on a des personnes qui, comme nous, démarrent ou qui ont démarré et qui peuvent aussi nous aider, sur ces sujets-là. Donc ça peut être intéressant. Je fais partie, d'un réseau, femmes de territoire également et moi, ça m'a aidée, sur certains points, notamment, pour, mon partenariat que j'ai avec l'école privée aujourd'hui. C'est une des personnes qui fait partie de ce réseau qui m'a ouvert cette opportunité, donc voilà. Ok, non, mais c'est vrai que c'est un super réseau, j'en fais partie aussi et franchement, on rencontre vraiment des belles personnes et des bonnes opportunités aussi et c'est vraiment chouette parce que c'est un réseau national avec des antennes locales. Du coup, on a énormément de possibilités et c'est vraiment chouette. Et une dernière chose, est-ce qu'il y aurait une qualité indispensable selon toi pour faire des bilans de compétences? Oui, Pour proposer des bilans de compétences en tant que formatrice, que coach, que consultante, comme tu le ouais. fais toi. Il faut, déjà avoir beaucoup de bienveillance et de l'écoute. L'écoute va être primordiale pour pouvoir accompagner dans un parcours adapté à chaque bénéficiaire. De la pédagogie, du coup, aussi et une vision du marché concrète. Voilà, pour pouvoir les orienter au mieux aussi, par rapport à leurs projets, professionnels. Ok,
Bon, bah écoute, Audrey, merci vraiment pour cet échange. Merci pour toutes ces informations que tu nous as partagées, tous ces conseils, ces astuces et le temps que tu as passé avec nous. Et je pense que cet épisode montre vraiment une chose, c'est que derrière les métiers de la formation et de l'accompagnement, il y a énormément de travail invisible, hein, comme on l'a vu ensemble. Mm. Parce qu'on parle beaucoup des rendez-vous, des accompagnements, des résultats, tout ça, mais beaucoup moins de tout ce qui est organisation, administratif, Tout à fait. IA, obligations, conformité, réglementation, etc., etc., etc. Ça fait Et, beaucoup. et tous les travails de support hein, aussi qu'on fait Voilà. quotidiennement Donc des pour choses encore agrémenter qu'on tout a, ça. faudra qu'on en reparle dans un autre podcast. Et alors, si le podcast vous plaît, bah écoutez, pensez à le partager autour de vous, à laisser une note, un commentaire. Et puis, dans la description, je vais vous donner tous les liens pour retrouver Audrey et ses bilans de compétences. Je vous invite à la contacter parce que franchement, ce qu'elle nous a partagé, ça nous donne vraiment envie d'aller la voir. Et Audrey, est-ce que tu aurais le mot de la fin? Ben, c'était un plaisir en tout cas d'échanger avec toi Virginie et merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas, même si vous avez des questions, je reste disponible et joignable. Bah super, merci beaucoup Audrey. Et je te dis à très très bientôt. Au À revoir. bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast, c'est que l'administratif fait partie de votre quotidien, que ça vous plaise ou non. Je m'appelle Virginie Trinchero, je suis assistante administrative spécialisée pour les formateurs.